Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer The Valère. Valère, j'espère que tu vas bien. Ça va à la forme. Merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. Et avec grand plaisir, j'ai hâte de commencer ce podcast avec toi. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors moi, je m'appelle Valère. J'ai 20 ans. J'habite à Dubaï depuis quasiment un an. J'ai fait le gros de ma fortune en vendant des formations aux États-Unis totalement anonymement. C'est-à-dire qu'on aidait grosso modo les femmes, on aide toujours les femmes à perdre du poids via des formations sur du trafic froid. Donc c'est du gros Facebook Ads en vente de formation, voilà, avec des gros tunnels de vente, toujours en optimisation. Donc voilà, je vends des formations aux US sans montrer mon visage sur du trafic froid, froid, froid. Facebook Ads, quoi. Donc là, actuellement, c'est vraiment ton activité principale. Ouais, c'est mon activité principale. Après, je bosse sur d'autres business parce que, tu sais, en vrai, la vérité sur l'infoprenariat, quand tu fais de la pub, c'est que tu as juste à appuyer sur lancer une nouvelle pub ou tu as juste à gérer la conve avec les médias buyers pour gagner plus d'argent. Donc en soi, ça me prend pas full time. Et moi, tu sais, je suis quelqu'un, vraiment, j'adore bosser. Si je pouvais passer toute ma vie à bosser, bah, je le ferais. Donc, bah, j'ai d'autres projets annexes. On va dire, c'est pas ce qui me rapporte de l'argent à court terme, mais on build petit à petit. Typiquement, The Valère, ma chaîne YouTube, etc. Mhm. Bah, c'est on build sur le long terme pour plus tard, mais ça me rapporte littéralement aucun fric. Mais on compte, on build petit à petit, petit à petit. On commence à avoir une bonne audience, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est pas vraiment des business à proprement parler, sachant que ce qui me rapporte de l'argent aujourd'hui, c'est surtout, bah, un, mes investissements et deux, surtout mes formations aux États-Unis. Mhm. Ok, donc là, quand tu as lancé ton projet aux États-Unis avec donc les femmes, euh, comment est-ce que tu as pu trouver concrètement cette opportunité? Bah, c'est une bonne question. Bah, d'abord, je me suis formé au marketing, au copywriting plus précisément, avec Russell Brunson, qui est très très connu aux États-Unis. Bah, c'est le founders de ClickFunnels. C'est la plus grosse software pour créer des funnels, des tunnels de vente. Donc, j'ai commencé à me former chez lui, à me former un peu partout en fait, que ce soit aux US, un petit peu en France. Et j'ai tout rassemblé, j'ai lu, j'ai fait du hand copy. Et à partir du moment où j'ai compris que t'envoyer des humains sur une page sur laquelle tu avais écrit des mots et qui t'envoyaient de l'argent, je me suis dit, OK, il y a un truc à exploiter. Et je voyais que moi, j'avais déjà sorti la carte pour acheter des formations. Donc je me suis dit, attends, si ça marche sur moi, forcément, ça marche sur d'autres gens. Je suis pas un génie, mais je suis pas non plus le dernier des cons, quoi. Donc je me dis, ça marche sur moi, ça marche forcément sur d'autres gens. Donc je me suis dit, OK, on va apprendre la compétence à fond. Donc j'ai vraiment poncé le sujet du copywriting à 100%, enfin allez, 90%. Je suis allé à fond, à fond, à fond. Et puis après, voilà, le reste, c'est de l'histoire, quoi. Mais comment est-ce que j'ai découvert ça? Je pense même, c'est justement sur une pub de Russell Brunson, quoi. Sur son e-book, enfin sur son livre Dotcom Secret, qu'il offrait gratuitement, enfin en free plus shipping. Et j'ai commencé par ça, et puis après, direct, je suis tombé dedans, quoi. Ok, donc pour toutes les personnes qui voudraient se lancer de cette manière-là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quelles seraient les bases à apprendre? Alors, la vérité, c'est que moi, je travaille dans un business compliqué. C'est vraiment pas facile parce que c'est un business très compétitif. Si je dirais pour commencer, ce serait de réfléchir, c'est ce que je dis à chaque fois que quelqu'un veut lancer un business. Si tu veux lancer un business, demande-toi quelle est la manière longue et chiante que personne ne veut prendre comme voie, que toi tu peux utiliser pour mettre toutes les chances de ton côté. Typiquement, en copywriting, c'est écrire tous les jours pendant 45 minutes les textes de vente qui ont fait le plus d'argent worldwide. Donc moi, je crois pendant un an et demi, quasiment, tous les jours, pendant trois quarts d'heure, j'écrivais à la main pour imprégner les structures de vente à mon cerveau. Donc, c'est un peu ça que je recommanderais, c'est la voie longue et chiante que personne n'a envie de prendre, mais si tu la prends, tu as un avantage compétitif majeur. C'est ce que je recommande. Et Ok. c'est compliqué et c'est pour ça que ça a de la valeur. Parce que tenir un an et demi à faire cette petite tâche d'écrire à la main, c'est chiant, quoi. Des textes de vente, bah, en fait, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on s'améliore. Ok, je vois. Mais du coup, dans ce cas-là, quels ont été tes premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels ont été Alors, les outils ou la technologie que tu as utilisée pour faire tout ça?
Comment? Alors déjà, le hand copy, c'est quand même pas mal connu. Ça a été popularisé en France par Emmanuel Friedenreich, que j'adore, un excellent copywriter aussi. L'un des meilleurs, je pense, francophones. Donc ça a été popularisé par lui. Puis après, moi, je me suis dit, mais attends, ce mec a raison, go faire ça. Et puis j'ai commencé à le faire. Je commençais à le faire tous les jours. Et puis limite, à un moment, j'appréciais le truc. C'était mon petit. Si j'y arrivais, bah, j'étais fier de moi à la fin de la journée. J'avais beau avoir tout foiré dans ma journée, si j'avais fait mon hand copy, j'étais content. Ok, ok. Mais là, du coup, dans ce cas-là, à partir de quel moment tu peux valider la copie que tu as faite sur le marché? Quel KPI est-ce que tu pourrais utiliser pour mesurer son potentiel succès? Confrontation réelle, c'est envoyer de l'argent en pub, voir si ça vend. Et les gens pensent que, ok, tu mets, je sais pas moi, 100 balles en pub et t'en retires 80. Ben en fait, pour moi, c'est une méga bonne nouvelle. Ça veut dire ça vend. Ça veut dire il n'y a plus qu'à optimiser pour faire de l'argent. Et là où la plupart des gens, ils vont se dire, ok, j'ai mis 100, j'ai pris 80, le final est pas rentable, ça dégage. Ou le site e-commerce est pas rentable, on dégage. Non, t'as fait 80. Ça veut dire que tu rajoutes des upsells, tu améliores tes conversions à droite, à gauche, machin. Et à la fin, en fait, tu te retrouves à envoyer 100 euros, en retirer 200, en envoyer 1000, prendre 2000, 100 000, prendre 200 000, 1 million, prendre 2 millions, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça part, c'est optimiser petit à petit. Et c'est comme ça, je suis persuadé qu'on fait de l'argent dans le Web 2, c'est optimiser tous les jours. Moi, tu sais, j'ai un gros funnel best-seller qui a fait quasiment plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an. Et ce funnel, donc il a un an exactement, un peu plus maintenant, et tous les jours, depuis un an, on optimise chaque étape. On lance des tests à chaque étape, à chaque étape, à chaque étape, à chaque étape. Et c'est pour ça que le funnel, en fait, au bout d'un an, il fait toujours du chiffre, parce que si on regarde bien le funnel aujourd'hui versus le funnel à un an, il n'a rien à voir. Mais il a évolué en même temps que le marché, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il tourne encore. Ok, donc là, actuellement, on va dire que tu ne travailles pas tout seul, donc tu as Ouais. dû déléguer certaines tâches. Est-ce que tu as des choses que tu as pu automatiser pour pouvoir atteindre ce niveau? J'ai quasiment tout automatisé. La vérité, c'est que moi, je suis un gros malade mental de l'optimisation et des process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour sortir un nouveau texte de vente, un nouveau funnel, j'ai juste à envoyer un message à mon copywriter pour lui dire, OK, enfin à l'un de mes copywriters, OK, on a besoin d'un texte de vente sur telle niche avec tel big ID. Il fait, OK, parfait, dans une semaine, je te rends ça. Il me rend le funnel, enfin le texte de vente. J'ai juste à le forward dans le groupe de ma team. Et là, la team, ils savent exactement quoi faire. On a créé des Doc Notion avec exactement toutes les étapes pour, à partir du Google Doc, lancer en pub sous 10 jours plus tard et avoir les premiers résultats. Donc, grosso modo, tout ce que j'ai à faire, c'est donner la vision et manager, overview, faire un travail d'overview. Ok, donc là, tu es vraiment plus sur la partie management que sur la partie opérationnelle. Ouais, c'est ça. Bah, maintenant, je pense que quand tu n'as pas d'argent, la ressource que tu as le plus avec toi, c'est le temps. C'est quand tu débutes, tu as beaucoup de temps. Donc en fait, tu vas aller tout faire toi-même. Chaque step, bam, 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 tu vas les faire. Maintenant, quand tu commences à avoir un certain niveau de fortune, de capital, tu peux commencer à utiliser cet argent pour déléguer. Typiquement, moi, il y a une question que je me pose toujours avant de déléguer, c'est est-ce que si on me proposait cette mission, je l'accepterais? Est-ce que si on me proposait d'écrire un texte de vente pour 2000 euros, j'accepterais? Et si je délègue, c'est que la réponse, elle est non. C'est non. Parce que fondamentalement, ne pas déléguer, c'est accepter de faire la mission soi-même. C'est comme si je m'auto-payais indirectement. Euh, Tandis que si je délègue, bon, bah, je paye, j'ai outsource, je paye quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est un peu la question que je me pose à chaque fois avant de déléguer. Et sur ce business-là, la réponse est quasiment tout le temps, ouais, putain, faut déléguer cette tâche-là parce que ça va me prendre 2 heures et mon taux horaire, il est beaucoup plus élevé que ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont peur de passer à l'action? Qui ont peur de passer à l'action? Mhm. Je sais pas, je leur dirais, regardez le monde autour de vous, qu'est-ce qui fait le plus peur? Passer à l'action, vous confronter au réel sur Facebook Ads, ou alors rester dans ce que vous êtes actuellement. Enfin, faut regarder ce qui se passe En fait, il y a littéralement deux options. Il y a, oh, ça fait un petit peu mal, ça fait un petit peu mal ma vie de tous les jours, hein, je suis pas bien, Netflix, TikTok, hein, c'est douloureux, mais un petit peu. Ou alors, ok, j'ai mal pendant 6 mois, ok, ça fait chier, mais après ces 6 mois-là, peut-être un an, et ben la vie, c'est une autre vie. Quel choix tu veux faire? Souffrir un petit peu, mais tu vois, un tout petit peu chaque jour pendant 70, 80 ans, ou alors tu dis, ok,
je souffre hardcore pendant 6 mois et après, c'est fini. La souffrance, c'est de l'histoire ancienne. C'est les deux options que tu as. Moi, Comment est-ce qu'on devient... j'ai fait le choix de souffrir beaucoup d'un coup. Pardon, désolé de t'avoir coupé. Non, t'inquiète, continue. Tu avais dit que tu as fait plus le choix de souffrir pendant 6 mois plutôt que de souffrir pendant 40 ans. Bah oui, oui, bah c'est évident. Et puis, c'est même pas de la souffrance parce il faut commencer à prendre plaisir, à travailler, à passer à l'action parce qu'il y a que ça de vrai. Tu vois, moi, j'ai un dicton que j'aime beaucoup, c'est le mouvement, c'est la vie. Et faut toujours être en mouvement pour se sentir exister. Et je trouve ça très profond comme phrase. Et le business, enfin, passer à l'action, agir dans le business, que ce soit quand on est débutant ou plus expérimenté, c'est ça qui nous maintient en vie, c'est ça qu'on aime. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que le mec, il est millionnaire, comment ça se fait qu'il travaille encore. Mais parce que tu veux qu'on fasse quoi? On se fait chier sinon. Genre, franchement, les premiers degrés, je me fais chier si je travaille pas. Donc, le mec, il se sent pas bien dans sa vie, là, à scroller sur TikTok, bah putain, mais passe à l'action, au pire, tu foires, et bah tant pis, t'auras kiffé pendant 1 an, tu vois. C'est pas grave. Tu mourras sans regret, quoi. C'est ce que j'ai envie de leur dire. Ouais, je vois. Du coup, là, la question, ce serait comment est-ce qu'on devient un The Valère bis? On devient pas un The Valère. Je pense qu'il faut prendre soin de son identité. Il faut vraiment prendre soin de son identité. Il y a qu'un seul The Valère, il y a qu'un seul, je sais pas moi, Elon Musk. Il y a qu'un seul. Il y a 8 milliards d'êtres humains à peu près, et il y a 8 milliards d'entités. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que la question, c'est comment, en réalité, devenir successful, un peu comment reproduire mon parcours. Et je pense que le mot succès a autant de définitions que d'entrepreneur. Tu vois, moi, comme j'ai dit précédemment, là où je trouve mon kiff, c'est à travailler tous les jours, avancer sur mes projets, voir que ça fait rentrer du cash, voir que mes actions, elles ont des résultats, etc. Ça, c'est ce qui me fait kiffer. Peut-être que pour d'autres gens, ça va être, OK, le plaisir de recevoir des mails en mode, oh, moi, je reçois des mails tous les jours de, oh, j'ai perdu tant de kilos, machin, machin, je suis super content, merci. Moi, ça me fait plaisir, mais je sais, mais en réalité, je préfère l'argent, tu vois. La vérité, c'est que je fais pas ça pour les retours, je fais ça pour l'oseille. Mais je connais beaucoup de gens qui, putain, c'est vraiment leur motivation, leur moteur, leur essence de profondément aider les gens. C'est chacun est différent. Je vais pas dire que ça me fait chier de recevoir des messages de remerciement, j'adore ça, mais je le fais pas pour ça. Je connais vraiment des gens qui, putain, ils adorent ça, et si ils n'avaient pas leur message de remerciement, direct, leur business, ils auraient une toute autre texture, quoi. Mhm. Là, on va dire que pour l'instant, tout va bien dans ton business, mais je suppose que tu as déjà eu aussi des moments où ça ne marche pas comme tu veux, où ça a échoué. Qu'est-ce que tu as fait dans ce cas-là? Alors moi, je pense, j'ai une petite anecdote que beaucoup de gens ont connue, c'est le ban Stripe. Ça, en fait, je pense à partir du moment où tu as commencé le business après 2022, tu es obligé de te faire ban Stripe. Moi, j'ai commencé en 2022, un peu avant 2021-2022 à peu près. Donc, je me suis fait ban Stripe. Et donc, du jour au lendemain, je faisais, je sais pas, 10-15 000 euros par mois. Du jour au lendemain, plus de business. Je suis passé de 15 000 à 2 000 euros par mois, du jour au lendemain. Et donc là, grosse claque dans ma gueule, et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux patcher ça? Parce que vraiment, c'était très violent. Tu vois, tu es habitué à faire à peu près 1 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et d'un coup, bah, en fait, tu fais 200 balles par jour, quoi. Ce qui est. Non, moins. Ouais, c'est ça. Je fais 100 euros par jour. Ce qui est. C'est ridicule, quoi. Enfin, pour moi, à cette époque-là. Donc, je me suis dit, OK, tout le reste, on s'en fout. Comment retrouver un compte Stripe? Comment retrouver un autre processeur de paiement? Et là, je me suis mis avec un ami à moi qui s'était fait ban Stripe en même temps. Et on s'est mis full time sur ça. On a contacté tout le monde. On a cherché tous les processeurs de paiement. On a regardé tous les formateurs YouTube ou Facebook, quel processeur de paiement ils utilisaient. Et puis un jour, je pense que tu connais Tammy Cabage, il est très connu en France. Ouais. Mhm. On regarde les processeurs de paiement de Tammy Cabage et là on tombe sur un processeur de paiement qui s'appelle Hotmart. Et on se rend compte que Hotmart, c'est optimisé pour la vente de formation. Et là on se dit ok, on va tester ça. Est-ce que les cartes US, elles passent bien? Parce que nous on bosse aux US, Hotmart c'est brésilien. On regarde, est-ce que les cartes US ça passe bien? Et là ouais, les cartes US ça passe bien. On se dit let's go, le business reprend. On repasse à 15, 20 000, 30 000, après on scale quoi. Et après, le truc, c'est que ça convertissait quand même moins bien que Stripe. Et après, on a retrouvé un autre processeur de paiement, deux par notre réseau, enfin un autre Stripe, deux par notre réseau. Et depuis, on s'est associé avec l'owner du Stripe, etc. On a des deals bien précis.
Et ouais, voilà. Donc, je pense que n'importe quel obstacle est surmontable à condition de mettre l'énergie nécessaire et de pas être trop pressé parce que si c'est complexe, c'est la vie qui te teste. Enfin, c'est un test. Est-ce que tu vas passer au step supérieur ou rester au step où tu es actuellement? Et passer au step supérieur, c'est toujours douloureux et compliqué. Donc, faut pas avoir peur de, pam, aller se confronter. Tu as parlé de phase de scaling. À partir de quel moment tu considères qu'il faut scaler? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments pour scaler. C'est dès que tu vois, tu fais de la rentabilité, t'envoies quoi, t'envoies au max. Nous, tu sais, en gros, je vais t'expliquer un peu notre stratégie. On a des funnels d'acquisition et des funnels de conversion. C'est-à-dire qu'il y a des funnels qui vont être excellents en Facebook Ads et on va scaler même à perte. On s'en fout. On met 1 euro, on en ressort 80 centimes. Mais dans le lot, on va choper des acheteurs, des mecs qui sont aware, qui ont une problématique. Et après, ces leads-là, on va les shooter sur d'autres funnels ou sur d'autres sites internet. Et là, vraiment milquer, faire du chiffre sur ces funnels-là. Alors bien sûr, dans le lot, on a des funnels qui font du ROS, mais on les scale jusqu'à ne plus être rentable. Donc nous, on scale à perte. Et c'est ça qui nous donne un avantage concurrentiel, c'est que on peut se permettre de scaler à perte tellement l'écosystème est énorme, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir quoi, plus de 100, 130 funnels, quoi, dans je sais pas combien de langues, quoi. Donc, comment est-ce que à quel moment tu te dis tu scales? Bah, dès que tu as l'argent, tu vois. Moi, à un moment, je sais qu'au début, j'avais demandé de l'argent à des amis à moi pour scaler. Parce que l'un de mes premiers funnels, je mettais 1 euro, je ressortais 1,80, tu vois. Sauf que moi, j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là. J'avais besoin de scaler vite. Et je savais que je faisais donc 180% de bénéfices par jour. C'est ça, ouais, je mettais 1 euro, je ressortais 1,80. Donc, quand je mettais tout mon argent, bah, le temps que Stripe me paye, etc., bah, en fait, ça mettait un gros frein au scaling. Parce que moi, je devais avoir quoi, 500 balles sur mon compte à cette époque-là. Donc, je devais dépenser 70 balles par jour. Et c'est vraiment très léger. Donc, j'avais emprunté de l'argent à mes potes. Je leur ai montré, regarde, ça fait de l'argent, je te rembourse, t'inquiète pas. Hop, j'ai mis leur argent, bam, 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 j'ai scalé, je les ai remboursés. Et après voilà, tu scales. Tu sais, le business, c'est très rationnel, c'est très mathématique. C'est est-ce qu'il y a de l'argent à prendre, oui ou non? Il y en a, ok, je le prends. C'est aussi simple que ça en vrai. Et comment en Ok. prendre plus? C'est la question. Ouais. Toi, tu es plus une personne qui lance un projet et qui ensuite l'a automatisé à son maximum par un autre projet, ou bien tu es le genre de personne qui lance plusieurs petits projets en même temps? Non, moi ma spécialité, c'est vraiment ça. Je lance un business, il fait du cash, ou on build vraiment ça. On automatise, et ensuite next. Ensuite, ça tourne. L'unité tourne tout seul, on passe à une autre unité, jusqu'à qu'elle tourne tout seul, on passe à une autre unité, etc. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Ouais. Après, à mon niveau de business, tu vois, je pense que pour les Elon Musk qui gèrent littéralement Tesla, SpaceX, Neuralink, bah en fait, tu peux pas automatiser des pods comme ça. Mais nous, bah voilà, on bosse pas, on parle pas en milliards, on parle en millions. Donc déjà, c'est beaucoup plus automatisable. Ok. Bah, écoute, Valère, merci à toi. Ça a été Merci. vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? The Valère sur YouTube et The Valère sur Twitter, basiquement. Donc The Valère partout, en fait, finalement. Et vraiment, n'hésitez pas à à vous abonner, surtout à la chaîne YouTube, parce qu'il y a du gros lourd. Merci encore de m'avoir invité, Baki. Merci à toi. Excellent podcast, j'ai vraiment apprécié. Merci. Dans tous les cas, je mettrai tes liens en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ton contenu, mais juste par ta personne. Merci énormément pour ton temps. D'ici 6 à 7 mois, on fera une autre vidéo pour voir ton évolution dans sa globalité. Euh, En tout cas, maintenant, je te souhaite énormément de réussite pour la suite, pardon. Et dans tous les cas, on reste en contact. Yes, parfait. Salut, merci. Merci à toi, Valère. Du coup, les gars, voilà, c'était le podcast avec The Valère. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, à son Twitter aussi. Je mettrai tout ça en description. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez aimer, commenter et vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut!